Ici, j'ai expérimenté pas mal d'activités. J'ai expérimenté le yoga dans les airs, j'ai expérimenté des cours de trampoline, j'ai expérimenté des cours de, en quelque sorte, un peu c'est des ados fessiers, mais dans une cabine qui est, une bulle hermétique qui est dedans chauffée à 45 degrés. Bonjour à tous et bienvenue sur Fille Expat, le premier podcast francophone qui donne la parole aux femmes expatriées aux quatre coins du monde. Je suis Kelly Barichello et à travers chaque épisode, je te partage la conversation que j'ai eue avec une femme inspirante qui a osé sauter le pas de l'expatriation. On va te faire découvrir une nouvelle destination, un mardi sur deux, en échangeant en toute transparence sur le ressenti de chacune avant le départ, mais aussi une fois sur place. On va également tenter de comprendre les différents challenges que chaque pays peut avoir et te donner des réponses aux questions que tu te poses peut-être si toi aussi tu souhaites t'expatrier. Chaque discussion se veut authentique et on l'espère va rassurer les familles qui, eux, sont restées dans leur pays d'origine. Surtout que dans cette saison 5, croyez-moi, c'est dans des pays vraiment atypiques que j'ai décidé de t'emmener. Si vous souhaitez rejoindre les coulisses de Fille Expat, je vous invite à vous abonner au compte Instagram. Le lien se trouve directement dans la description de chaque épisode. Allez, embarquement immédiat, très bonne écoute! Salut à toi qui nous écoute et heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode hors série. Aujourd'hui, un des épisodes de Fille Expat les plus écoutés, c'est celui de Sophie qui est expat à Amsterdam. Du coup, j'ai décidé de lui tendre une deuxième fois le micro puisqu'au moment de l'enregistrement, elle y était installée que depuis 2 mois, même si elle y est quand même régulièrement puisque son copain y était lui depuis 2 ans. Et les choses ont évolué pour elle et elle aimerait partager tout ça avec toi. Coucou Sophie! Hello Kelly, ravie de rediscuter avec toi aujourd'hui. Eh ben merci à toi de bien avoir voulu reprendre ce rôle d'invité. Donc à toutes celles et ceux qui nous écoutent, je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode, mais je vous invite vraiment à aller écouter l'épisode, c'est le numéro 44, pour découvrir son parcours, qu'il a vraiment fait vivre beaucoup de choses dans de nombreux endroits, mais aussi, ce que j'avais trouvé très remarquable dans ton parcours Sophie, c'est que tu avais su faire des choix pour toi, malgré le fait que tu étais en couple à l'époque, et tu donnes aussi des super tips sur comment trouver un travail sur place. Donc sachez qu'on n'abordera pas ces points aujourd'hui, puisqu'elle parle également aussi du coup de la vie sur place, etc. Donc vous avez toutes ces infos dans l'épisode numéro 44. Donc Sophie, je vais te laisser la parole. Dis-nous, depuis cet enregistrement que tu faisais en plein confinement, qu'est-ce qui a changé pour toi ? Alors écoute, pas mal de choses ont changé depuis. C'est vrai que c'était en plein confinement. Aujourd'hui, c'est un peu plus un retour à la vie normale. Donc je dirais il y a en tout cas une nouvelle normale. Donc je suis d'autant plus installée dans la ville. Maintenant, ça va faire un peu plus de 1 an de manière officielle, on va dire. Donc pas mal de changements sur le plan pro, sur le plan perso aussi. Donc voilà, j'espère qu'on va avoir l'occasion d'aborder tous ces sujets. C'est ça. Et tu sais quoi ? J'ai failli oublier un truc. Je t'ai préparé une petite série de questions vraies ou faux sur Amsterdam. Ah. Allons-y, à chaque fois, tu dis à chaque fois que les autres candidats te redoutaient. Bah écoute, on va voir ce que ça donne pour Amsterdam. Hein. C'est ça, parce que je me suis dit, t'es quand même, c'est hors série, mais ça reste dans la saison 5, donc il va falloir que tu passes aussi. C'est parti, écoute, challenge accepté. J'ai été sympa. Donc première question, les tulipes ne sont pas originaires des Pays-Bas. Alors, je pense que c'est vrai. Bravo. Parce que il y a énormément de tulipes, mais je le sentais le piège, donc c'est vrai. Bravo à toi, mais j'ai trouvé en fait l'histoire super intéressante, donc je vais faire mon petit pitch de quelques secondes de ce que j'ai lu sur internet parce que c'était vraiment cool. Donc en fait elles sont originaires de Turquie. La tulipe fait synonyme aux Pays-Bas depuis la Seconde Guerre mondiale, parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que pendant l'hiver de 1944-1945, juste avant justement la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Pays-Bas ont connu l'hiver de la faim, parce que les nazis occupaient la majeure partie du pays, et donc du coup ils leur ont coupé les livraisons de nourriture depuis les zones agricoles vers les grandes villes en guise de punition pour la résistance des Néerlandais à soutenir leurs efforts. Du coup, plus de 4,5 millions de personnes furent touchées par cette famine et l'on estime que plus de 22 000 personnes sont mortes de malnutrition ou de causes connexes. Et du coup, les producteurs de bulbes des Pays-Bas n'avaient pas trouvé le moyen de planter à l'automne précédent toutes ces bulbes de tulipes et le plus souvent
ils étaient déshydratés, ils sont restés dans les entrepôts. Et donc ce qui s'est passé, c'est, alors attention, c'est toxique pour l'être humain, mais du coup, l'Office de l'approvisionnement alimentaire du gouvernement néerlandais à l'époque, il a publié cet hiver-là un guide qui explique comment préparer les bulbes de tulipes. Et il a suggéré des recettes en fait pour que du coup les Néerlandais puissent se nourrir de ces bulbes de tulipes. Ok. C'est fou, non? Ouais, ça allait. Écoute, très intéressant. Je savais pas du tout. Moi non plus. Donc voilà, c'est pour ça je voulais faire ce petit point info sur les Pays-Bas. Deuxième question. Le réchauffement climatique empêche aux Néerlandais de participer à une course de patins à glace. Je pense que non, c'est faux. Eh ben non, c'est vrai, apparemment. Dans le nord... C'est vrai, elle a lieu où alors cette... Alors c'est dans le nord des Pays-Bas. Alors attends, je vais essayer de te dire le nom, mais je pense que tu vas rigoler. Bah, c'est le nom de la course. Donc il y a une course qui est officielle. Ok, mon nom c'est plutôt dans le sens, effectivement, on peut faire du patin à glace aux Pays-Bas. C'est vrai que c'est pas chaque année, mais du coup, justement, c'est tellement dépendant que je pensais pas qu'il y en avait une officielle. Bah en fait, elle est tellement mythique qu'il faut même s'inscrire sur une liste d'attente pour pouvoir participer. Ok, pire que le marathon à New York. Voilà. Sauf que le problème, donc ça s'appelle Leefstendantort. Ok. Et en fait, cette course, elle relie 11 villes des Pays-Bas sur les canaux gelés en fait. Et apparemment, donc c'est une course qui est super féerique. Et donc du coup, depuis le réchauffement climatique, cette course, elle a annulé depuis 1997. Donc c'est peut-être normal si t'en as jamais entendu parler. Voilà. Ok, c'est pour ça. Mes données n'étaient pas updatées depuis 2000. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est pour ça que apparemment, ça serait dû au réchauffement climatique. Ah ok, dans ce sens-là. Ok, d'accord. Voilà. Donc troisième question. L'architecture des maisons néerlandaises a été inspirée par la tour de Pise. Non. Non, les maisons, elles sont toutes, on appelle les maisons danseuses, et c'est vrai qu'elles sont toutes de travers en quelque sorte. Enfin, si tu mets une bille, un stylo par terre, ça va rouler, mais c'est par rapport à la fondation parce que c'est sur pilotis. Alors en fait, donc tu avais raison, c'est faux. Et en fait, elles penchent vers l'avant et ils l'ont fait exprès. Ils étaient pas bourrés, hein, les ingénieurs qui ont dessiné les fondations. Et en fait, c'est parce qu'ils voulaient pouvoir accrocher une poulie sur le haut afin de pouvoir monter les meubles et les charges sans que ça tape la façade. Oui, exact, pendant les déménagements, mais il y a pas, enfin c'est même pas sur pilotis, mais c'est le sol aussi qui bouge, donc du coup si tu regardes, déjà elle se penche vers l'avant, mais entre deux maisons tu verras des écarts et parfois du coup ils essaient de rattraper, de compenser en mettant des matériaux entre deux, ce qui est du coup d'où les maisons danseuses. Mais... Super. Okay. Mais du coup j'avais jamais fait gaffe moi en me promenant à Amsterdam. Non, c'est vrai et ouais parfois tu préfères ne pas rentrer dans les maisons. Ça peut sembler dangereux. Donc pour ceux qui nous écoutent, si vous allez faire un tour, voilà, peut-être un petit truc à regarder. Et je t'ai préparé une quatrième question juste parce que je ne savais pas lesquelles choisir et que j'avais trop envie d'en parler de celle-ci. Mais les Néerlandais sont à l'origine de la couleur orange des carottes. Vrai ou faux? Je sais que le orange, c'est la couleur des Pays-Bas. Oui, je crois en plus qu'il y avait, parce que je dirais oui. Ouais, j'ai tiré une histoire. Et j'arrête pas d'en parler à tout le monde depuis que j'ai lu ça. En fait, ils ont croisé des carottes rouges avec des carottes blanches pour rendre hommage au prince d'Orange. Et la raison pour laquelle ils ont voulu leur rendre hommage, c'est parce que lui et les orangistes ont libéré le pays des Espagnols. Et donc, cela explique d'ailleurs pourquoi les supporters de foot, par exemple, ils ont souvent une écharpe orange ou une veste orange, alors qu'il n'y a pas du tout d'orange sur le drapeau des Pays-Bas, en fait. Non, et c'est aussi la couleur du roi pour King's Day, par exemple, le jour du roi aux Pays-Bas, en avril, tout est en orange. Enfin, dès qu'il y a un événement, effectivement, les équipes de football, enfin de sport en général, l'orange c'est vraiment la couleur des Pays-Bas. Ouais. Mm-hmm. Donc voilà, bah écoute, tu as fait un très bon score. Bah écoute, j'ai appris des choses. Super, bah super, c'est le but de cette petite série vrai ou faux, et du coup on n'avait pas pu la faire la première fois parce que c'était pas d'actualité. Ok, maintenant j'arrête de parler, ça va être à ton tour. Donc déjà, la première question que j'ai envie de te poser, dans l'épisode précédent, tu parlais toi-même que les néerlandais, pour toi, c'était une catastrophe à apprendre. Enfin, c'était assez compliqué. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce que tu arrives toujours à vivre en parlant en anglais? Ou est-ce que ça a été obligatoire? C'est vrai que non, pas de changement par rapport à ce niveau-là. C'est vrai qu'on en avait discuté et que j'avais pris la décision en tout cas de vraiment me focaliser à 100% sur l'anglais plutôt que dispatcher et apprendre le néerlandais en plus. Et non, Amsterdam c'est vraiment une ville qui est internationale. Plus de 50% de la population a une nationalité autre que du coup n'est pas des Pays-Bas. Donc non, d'autant plus, et ça renforce la nécessité, finalement le besoin de parler anglais avant tout, puisque finalement si on parle Dutch, on se prive aussi d'une autre partie de la population. Donc non, l'anglais avant tout, et jusqu'à présent j'ai vraiment eu aucun moment où ça a été un manquement ou
c'est vraiment plus d'un point de vue social et d'un point de vue intégration, si on veut, sur le long terme, et peut-être plutôt avec une partie de la population, mais globalement, non, en anglais, c'est totalement faisable et je regrette pas de me focaliser sur l'anglais. Non, oui, puisque si en plus ils parlent tous très bien l'anglais, je peux comprendre que ouais, c'est pas un problème pour eux. Totalement, et tu vois, pour avoir des amis qui apprennent le néerlandais, en fait, ils vont vite switcher en anglais parce que ils voient que pour nous ça peut être compliqué ou autre, donc finalement même eux font pas forcément l'effort, bon, à moins qu'on le demande, mais donc non, l'anglais c'est la langue numéro 1, en tout cas à Amsterdam. J'avais vu que Amsterdam, dans les années 2000, on recensait plus de 177 nationalités, et ce qui en faisait finalement la ville la plus diversifiée au monde. Donc quand je parle du fait que c'est pas que le néerlandais n'est pas nécessaire, mais en tout cas l'anglais est totalement ok, ça renforce d'autant plus. Eh ben très bien. Moi je trouve que c'est intéressant de voir que voilà, s'il y en a qui se disent j'ai envie d'aller m'installer à Amsterdam, qui se mettent pas la pression par rapport au fait qu'il faut parler Dutch, parce que tu prouves que justement c'est pas obligatoire et tu peux très bien t'en sortir. Et du coup, avant que je te pose des questions, tu me disais que des choses ont changé pour toi d'un côté, du côté perso et pro. Est-ce que tu peux nous parler de ces changements? Ouais, alors écoute, sur le côté pro, comme je disais, c'est d'autant plus installé dans la ville, et on vient tout juste de faire un investissement immobilier, donc on vient d'acheter notre appartement à Amsterdam. Super. Donc ce qui sous-entend qu'on risque de rester quelques années supplémentaires, en tout cas pour l'instant. Et côté pro, j'avais énormément mis en avant dans le premier épisode le fait qu'on nous faisait confiance et qu'on nous donnait notre chance, et c'était un choix qui était payant, en tout cas pour ma part, puisque je suis passée manager donc dans l'entreprise dans laquelle j'étais déjà, donc on m'a donné ma chance, j'ai fait mes preuves, et c'est allé en conséquence, donc aussi une bonne nouvelle sur le plan pro. Eh ben félicitations déjà d'être passé manager, parce que ça c'est vraiment incroyable, un jeune âge comme ça, et puis aussi pour l'achat d'une maison. Du coup, pour rebondir sur l'achat d'une maison, parce que tu sais, par exemple en Amérique du Nord c'est très différent du système français, que tu dirais que Amsterdam c'est similaire à la France? Non, du tout. C'est très différent aussi, et on a mis du temps avant de comprendre et de se mettre un peu dans le bain de comment est-ce que ça se passe un process d'achat. Et en fait, en France, on va voir des annonces avec des prix. C'est-à-dire que si l'acheteur est prêt à mettre le prix qui est demandé par le vendeur, la maison est à lui en quelque sorte. Ici, on a énormément la demande est très forte. Du coup, les acheteurs mettent un prix, et c'est un prix attractif, dans le sens où c'est un prix d'appel. Donc, à partir de là, ils génèrent des visites, et c'est un peu ce qu'ils appellent un système aux enchères. Dans le sens où on va avoir ils vont réaliser un nombre de visites, ils vont bloquer un jour. Ce sera la deadline à ce jour-là, tout le monde doit mettre l'offre qu'ils veulent s'ils souhaitent avoir la maison. Et sur cette base, l'acheteur va prendre l'offre qui va être la plus chère. C'est donc en quelque sorte c'est aux enchères, mais c'est aux enchères un peu à l'aveugle, dans le sens où on n'a aucune visibilité sur les offres que vont faire les autres potentiels acheteurs. Donc c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner, d'autant plus étant français ici à Amsterdam. Enfin, on connaît moins le marché, etc. En tout cas, c'est le conseil qu'on avait reçu, et je pense que c'est le conseil qu'on donnerait aujourd'hui. Donc voilà, c'est un peu la loterie, et dépendant de qui on a en face de nous. Après, ce qui est différent, c'est que la capacité d'emprunt est bien plus simple, je dirais, aux Pays-Bas, dans le sens où quand on a commencé les démarches pour s'enseigner pour acheter, j'étais encore en CDD à l'époque. En France, ce serait pas possible, sans avoir un CDI, d'acheter. Ici, ça posait aucun problème. À partir du moment où j'avais un papier, mais qui engageait en rien mon entreprise, que si demain, dans le futur, je donne satisfaction au même niveau, etc., je pourrais être potentiellement, si tout va bien, prise en CDI. C'était ok. Donc il y avait vraiment pas d'engagement, et donc par rapport à ça nous a permis d'emprunter rapidement, je dirais. Donc non, ouais, c'est principalement ce qui diffère le plus par rapport à la France, en tout cas. Et par rapport, tu sais, au système à l'aveugle, donc du coup c'est un peu comme ici en Amérique du Nord. Est-ce que du coup, par exemple, si tu veux vraiment un bien, et on va te dire écoute, eux ils ont misé tel prix, est-ce que t'as l'occasion de pouvoir remettre, ou c'est vraiment Non, c'est vraiment, t'as une chance, et c'est pour ça que c'est vraiment important de bien se faire accompagner. Ici on a un maclar. Ce qu'on appelle un maclar, ce sera un peu notre agent immobilier, dans le sens où ça va être la personne qui va nous accompagner et qui va nous conseiller tout au long du process, et qui prend un peu les choses en main au moment de la négociation. Enfin, nous, notre maclar était vraiment d'une grande aide, et en fait on mise plutôt sur son expertise, et lui sur donc il y a le prix auquel l'acheteur va mettre l'annonce en vente, et notre maclar va nous dire ok, la vraie marche, ce qui s'appelle la valuation, combien est-ce qu'elle vaut vraiment, et donc
à combien est-ce que vous avez une chance, et sur cette base, si là vous voulez, moi je vous conseille de mettre tant. Donc il y a un peu 3 prix, et après à nous de voir jusqu'où on veut et on peut aller, parce que c'est vrai que la demande est croissante. Enfin, c'est impressionnant la demande qu'il y a. C'est des croissances à 2 chiffres depuis plusieurs années, donc c'est vraiment plus offrant que le bien va partir et va être attribué en tout cas. Et du coup, toi, t'as dû miser sur combien d'appartements avant d'obtenir celui que t'as aujourd'hui? Alors c'est allé relativement vite, puisque le 14 février, jour de la Saint-Valentin, on a signé avec notre maclar et on en a eu pour 1 mois à peu près pour trouver notre appartement. C'est ultra rapide par rapport, je connais des personnes qui ont passé bien plus de temps, et on était préparé au fait on va en visiter, on va recevoir des refus, mais du coup, on a dû avoir 2 refus avant d'avoir notre réponse, et au point que nous ça allait un poil trop vite, puisqu'on se disait mais est-ce qu'en fait on a vu assez ce qu'il y a sur le marché, est-ce que et alors on nous dit vraiment, quand on a un oui, souvent, si ça répond, faut pas réfléchir trop longtemps, et on est vite engagé en fait par rapport à la France. J'ai l'impression qu'en France, après le compromis, il y a toujours un petit temps de délai, etc. Là, on a 3 jours. Et au bout de 3 jours, on est engagé, donc c'est pour ça qu'on doit aller très très vite. Et ils organisent les visites tout en même temps, c'est-à-dire que pendant 2 jours, c'est open bar, les portes de la maison sont grandes ouvertes, et ça défile, donc ça met de la pression de se dire ah ouais, ok, le bien intéresse, et si on le veut vraiment, va falloir miser un peu plus. Ouais, et point qui est important, c'est que donc entre le prix qui est affiché, le prix qu'on va mettre nous dans notre enveloppe, nous on prend ce prix-là, tout ce qui est enchère en quelque sorte, et ça doit venir de nos ressources personnelles, dans le sens où c'est un apport. On peut pas emprunter, donc ça limite aussi, et c'est assez sélectif dans le sens où on est limité par nos ressources. On avait tant d'apports, on peut pas aller au-delà de ce qu'on a, donc ça limite un petit peu aussi. Ok, ils ont pas genre il faut que tu mettes 10% d'apport ou 5% d'apport, c'est tu mets ce que t'es capable de mettre en fait. Ouais, en tout cas pour que la maison après soit, le bien en tout cas soit à toi. Après, donc c'est vraiment basé sur mon expérience, dans le sens où nous, tout ce qu'on a misé en quelque sorte en plus par rapport à la valuation de base, ça a dû être un apport personnel. Je connais des gens qui ont négocié avec la banque pour que ce soit la banque qui leur prête, etc. Je crois que c'est relativement rare, et donc c'est pour ça que quand on regarde un achat à Amsterdam, on regarde pas par rapport à son budget, on regarde en dessous parce qu'on sait qu'on va devoir miser, et qu'on va devoir mettre notre apport personnel. Okay. Donc c'est une expérience en soi, et c'est un peu la loterie, on sait pas quel appart on va avoir au final, donc ouais. Ouais, c'est intéressant, c'est challengeant, donc si on veut acheter, vaut mieux avoir un peu de cash dans la poche, quoi. Ouais, malheureusement c'est un peu le cas. Eh ben ça va, t'as pas de coffee shop en dessous de chez toi? Non, pas cette fois. Et on a changé de quartier, et c'est un peu encore plus local, je dirais. Là où avant c'était un peu plus, maintenant on se rend compte international, et ravi de là où on est. Ça nous permet de découvrir une autre partie de la ville. On n'est pas loin des canaux, on peut profiter des canaux. Et d'ailleurs j'en avais parlé lors du premier épisode, et je te disais être fascinée par les canaux. Et je le suis toujours, et du coup, maintenant, plus que simplement les voir et les contempler, on en profite puisqu'on vient d'investir dans un stand-up paddle. Donc, trop bien. Un paddleboard. Et du coup, on fait la ville le long en large sur les canaux. Mais je savais même pas que tu pouvais faire ça, tu vois. Ouais, c'est hyper agréable, et du coup tu peux faire du paddle, tu peux louer des bateaux, les canaux c'est vraiment vivant l'été, et tu peux te baigner. Bon, après à tes risques et périls en fonction de la clarté de l'eau qui est pas souvent très claire, mais non, c'est hyper agréable, et ouais. Trop bien, du coup, je prévois de rentrer en Europe en été 2023. Donc... Ah écoute, n'hésite pas pour faire un petit tour par ici. Tu me connais, je sais que tu le feras. C'est ça. Amsterdam, c'est pas très loin de chez mes parents, donc ça va vite de monter dans un bus et de débarquer. Excellent. Mais du coup, une autre question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu aurais une chose positive et à l'inverse négative que tu as découvert récemment depuis l'enregistrement et dont on n'avait pas conscience la fois où on a échangé? Alors, une chose positive, je dirais, et la dernière fois on l'avait plutôt tourné en négatif, puisque à l'époque, on s'enregistrait, il faisait une météo catastrophique. On était en plein mois de juin ou juillet. Je me souviens, c'était la veille de mes vacances. Il pleuvait. J'avais passé mon été en
en imperméable. Bon, c'était pas l'été idéal d'un point de vue météo, et c'est vrai que je disais, il faut pas venir à Amsterdam pour le temps. Aujourd'hui, j'ai un peu changé d'avis dans le sens où, bon, là en ce moment, on a un super temps, c'est génial. Les Amsterdamois, quand il y a un rayon de soleil, ils investissent les rues, ils se mettent dehors, c'est hyper agréable. Et donc ça, c'est hyper chouette. Et finalement, je dirais qu'il n'y a pas de mauvaise météo, c'est juste à chaque fois des mauvais équipements, et une fois qu'on a un bon kawaii, on peut aller rouler, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, on c'est bien résistant. Et ensuite, à l'inverse, quelque chose de négatif, et pour le coup, c'est plutôt quelque chose dont j'avais conscience, mais qui s'est d'autant plus renforcé. On avait parlé du système de santé, à quel point c'était relativement cher ici, en tout cas de manière mensuelle. Et en fait, ça m'a juste conforté dans l'idée que, ouais, on a un super système de santé en France, et ici, en fait, il y a un peu la réponse à tout quand on va chez le médecin, c'est prenez du paracétamol et revenez si c'est pas. Mais du coup, c'est un peu frustrant parce que des petits mots, ou qu'on ait au contraire une amie qui s'est ouvert le menton en vélo, enfin quand c'est ouvert, ça saigne, prenez du paracétamol aussi. Donc un peu, c'est un peu frustrant à quel point on peut faire confiance quand on va chez le médecin. Et tu vois, par exemple, bon, ici c'est un podcast avec principalement des filles. Parlons du gynécologue aux Pays-Bas. C'est compliqué d'en voir un, dans le sens où on doit avoir un médecin de famille. Et si on a un cas spécifique, dans ce cas-là, on nous emmène voir un gynécologue. Donc c'est vrai que on a un suivi qui est bien moins, c'est pas fiable, mais en tout cas assuré que en France. D'ailleurs, j'ai appris que les Pays-Bas c'était un des pays, je crois le deuxième d'Europe, qui avait le taux de cancer, en tout cas un stade avancé le plus haut, parce que justement il y a c'est pas qu'il y en a plus, c'est qu'il y en a qui sont détectés plus tard, donc à un stade qui est déjà bien trop avancé, et ils sont pas pris quand ils sont à des stades mineurs, ou en tout cas quand c'est encore bénin. Donc par rapport à ça, c'est vrai que c'est un peu une petite frustration, et je suis la première quand je rentre en France prendre mon rendez-vous gynéco, et pour autant j'ai plus la sécurité sociale en France, donc je préfère payer de ma poche et savoir que ce sera fiable, et avoir un vrai check. Ici, c'est pareil, le frottis, par exemple, chez les femmes, est fait bien plus tard par rapport en France. Donc, c'est une autre manière d'être suivi, disons. Ouais, c'est marrant parce que c'est pareil, au Canada, le frottis, déjà, il est effectué par le docteur. Et c'est pareil, c'est seulement s'ils commencent à détecter quelque chose de pas normal qu'ils vont t'emmener voir un gynéco. Mais ouais, donc peut-être qu'en France, tu vois, on anticipe un peu trop, je sais pas, mais il y a un côté rassurant, d'autant plus avec ce genre de choses, c'est à prendre au sérieux, je pense. Donc ouais. Après, dans l'autre sens, pour un oui, pour un non, ils vont pas aller chez le médecin. Du coup, c'est relativement sur, il y a beaucoup d'auto-médication, donc ouais. C'est une information intéressante parce que du coup, s'il y a des expats francophones qui nous écoutent à Amsterdam ou aux Pays-Bas, peu importe, c'est peut-être intéressant, ou qui veulent s'y installer, c'est intéressant de peut-être prévoir dans son budget, bon, c'est pas énorme, une consultation chez le gynéco en France, si tu le payes de ta poche. Non, faut juste prévoir de rentrer en France, disons. Et puis prendre le rendez-vous. Dans ce sens-là, c'est un avantage qu'on soit pas très loin, et ça ne demande pas des heures d'avion pour pouvoir rentrer, mais c'est une organisation. Ouais, c'est juste le challenge, je pense, c'est juste de prendre le rendez-vous au moment où on prévoit de rentrer, quoi. Exact. Et moi, je rentrais toujours pendant les week-ends fériés, donc ça a été un peu repoussé, mais c'est bon, j'ai trouvé une date, donc non, c'est bon. Bon bah écoute, super. Moi j'ai fait pareil, je le cache pas, j'ai fait pareil en rentrant en France parce que pareil, j'en avais un petit peu marre que ce soit le docteur qui me fasse la consultation. Après, je dirais pas que j'ai été 300% satisfaite de mon expérience en France, parce que je trouve que il faudrait d'ailleurs à l'occasion que je fasse un épisode là-dessus, c'est par rapport aux moyens de contraception. Après, c'est peut-être la personne que j'ai été voir qui était assez old fashion, j'ai envie de dire. Mais je trouve que en France, il y a un moment donné, il faut arrêter de vouloir fournir une pilule à toutes les femmes qui passent dans le cabinet, pour plusieurs raisons, parce que déjà la pilule, il y a beaucoup de progrès qui n'ont pas été faits là-dessus, et puis qu'à un moment donné, il faut arrêter que ce soit la femme qui porte toute cette charge en termes de contraception. Donc j'en ferai un épisode à part entière. Il y a matière à dire. Il y a beaucoup de matière là-dessus, donc j'hésiterai pas à faire un épisode là-dessus. Mais du coup, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais partager, que je t'ai pas posé comme question et qui te semble intéressant à partager aujourd'hui? Ouais, je pense que ce qui est intéressant de comprendre, pour comprendre un peu finalement le Dutch way of living, on va dire, c'est qu'ils sont très axés sur le bien-être, sur la personne, sur l'équilibre vie pro, vie perso, etc., et qui mettent énormément de choses en place pour justement
qui ait cet équilibre-là, qui est recherché en tout cas. Comme on en avait parlé, c'est vrai qu'ils font pas des horaires à rallonge. Et dans les entreprises, souvent, il y a des activités, des choses qui sont proposées en tout cas pour axer justement sur le côté bien-être. Ça va être, je sais pas, par exemple des cours de yoga mais c'est vraiment partie intégrante et on n'est pas vu de manière marginale si on a besoin de ce temps-là pour prendre le temps, pour se détendre, etc. Ici, j'ai expérimenté pas mal d'activités. J'ai expérimenté le yoga dans les airs. J'ai expérimenté des cours de trampoline. J'ai expérimenté des cours en quelque sorte, un peu, c'est des ados fessiers, mais dans une cabine qui est, une bulle hermétique qui est dedans chauffée à 45 degrés. Enfin, c'est beaucoup sur l'écoute du corps et en faire un outil, mais qui va dans le sens de son bien-être. Donc c'est hyper intéressant et du coup j'aime bien cette approche. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que est-ce que toutes ces activités c'était partie intégrante de ton travail ou est-ce que c'est des choses que tu as testées en dehors du travail? Certaines à l'intérieur partie intégrante du boulot, certaines non en dehors, mais c'est intéressant de voir que déjà il y a l'offre qui est proposée et de manière relativement vulgarisée dans le sens où faut pas aller se renseigner pour avoir ce petit centre, etc. Non, c'est quelque chose de relativement commun ici en tout cas. Non mais c'est intéressant parce que tu vois, bon il y a une expression qui est super connue, c'est happy wife, happy life. D'ailleurs, je l'aime pas du tout parce que bon, voilà, tout le monde n'est pas une wife déjà pour commencer. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi que du coup, un employé heureux et un employé qui est dans le bien-être, il va fournir un travail qui sera bien supérieur. Et donc, c'est Totalement. super intéressant. Et par exemple, le télétravail, c'est quelque chose qu'on a découvert, ou en tout cas de manière bien plus concrète avec le Covid. Aux Pays-Bas, c'est quelque chose qui était déjà mis en place. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper agréable et appréciable au quotidien. Et il y en a avant, il y en a après avec le Covid, mais c'était déjà quelque chose qui était mis en avant pour permettre aux personnes de travailler. Généralement, c'était dans les entreprises un jour par semaine de la maison. Donc, ça met en avant le fait qu'ils ont à cœur vraiment d'avoir ce côté balance vie pro, vie perso. Et à partir du moment où le travail est fait, à nous de nous gérer. Ouais, et puis ça montre leur côté aussi où ils ont confiance en leurs employés. Totalement. Et c'est vrai que cette confiance, en fait, on nous l'enlève plus qu'on la gagne finalement. On nous fait confiance et en fonction de ce qu'on fait, oui, on peut la perdre, mais on ne doit pas faire nos preuves pour montrer qu'on doit nous faire confiance. On nous la donne assez facilement, je trouvais. C'est assez agréable et ouais, ça change par rapport à la France. Trop bien, parce que toi du coup t'es à 100% télétravail? Je suis à 50% télétravail. Je peux m'organiser comme je le veux, dans le sens où si j'ai envie de venir une fois un lundi, un vendredi, une autre fois plutôt un mardi, un jeudi, c'est vraiment moi qui m'organise. Et c'est aujourd'hui quelque chose, mon entreprise met en avant dans les job descriptions, quand ils recherchent des nouveaux employés, etc. Ils mettent en avant le fait que 50% de notre temps, on peut être où on veut, au-delà de rester chez nous à la maison, on peut être où on veut dans le monde. Donc ça, c'est quand même assez chouette. Et c'est chouette parce que c'est officiel. C'est pas si c'est ok avec ton manager, etc. Non, c'est quelque chose qui est dans les règles de l'entreprise, en tout cas la nouvelle politique. Super. Jusqu'à ce que tu fasses, à partir du moment où tu donnes satisfaction, bien sûr. Le jour où on voit que c'est dans l'abus, etc., ce serait à retirer. De toute façon, pour moi, dans une entreprise, si ton chef, il te donne des métriques, des trucs qui sont précis sur tes objectifs et que tu sais ce que tu dois faire, c'est facile de voir si oui ou non t'atteins tes objectifs. Si tu fais ton travail. Donc, ouais. Trop bien. Et du coup, ce qui est aussi sympa avec toi dans ton témoignage, c'est que du coup, depuis, t'es passé manager. Et du coup, est-ce que tu confirmes que même avoir un statut de manager, ça te permet quand même d'avoir un work-life balance et que c'est pas parce que maintenant t'as un statut supérieur que tu dois plus compter tes heures, etc. Non, mais je pense que je ne suis pas une bonne référence dans la matière puisque c'est vrai que déjà en ce moment il y a la prise de position qui fait que la prise du poste qui fait que au début c'est toujours un peu plus intense, on va dire, le temps de se mettre un petit peu à niveau et non, après je pense pas être un bon exemple, donc c'est possible, mais on fera un épisode 3 pour pour faire un update. Parce que du coup tes employés, les personnes qui se trouvent en dessous de toi, est-ce que c'est principalement des Néerlandais ou c'est aussi non, c'est très international, principalement l'entreprise c'est international, donc non, il y a vraiment de tout. Et je pense que en fait quand on est une femme qui devient manager, on a le sentiment qu'on va devoir faire ses preuves. C'est ça. Il y a ça, il y a aussi un côté où pour le coup les avantages, mais du coup un peu plus les impacts d'être dans une entreprise internationale, c'est que j'ai une partie, je reporte à quelqu'un qui est aux États-Unis, donc là où aux Pays-Bas on est plutôt à commencer tôt et prendre une pause de déjeuner relativement courte pour finir plus tôt, là du coup c'est un peu des journées à rallonge, donc disons que non, je pense que c'est plutôt quelque chose qui doit se mettre en place et donc j'ai pas encore trouvé la bonne manière de fonctionner, mais
des deux côtés, hein, dans le sens où du côté du manager, elle se lève aussi beaucoup plus tôt maintenant, etc. Donc c'est un équilibre, une balance à trouver, mais en tout cas on a à cœur toutes les deux de le mettre en tant que priorité. C'est sympa parce que du coup ça challenge en plus, donc souvent en entreprise, si on n'a pas envie de se faire chier, hein, je vais dire les choses correctement, correctement comme j'aime les dire, du coup il faut qu'on ait ces challenges là en plus pour justement ça nous permet d'évoluer. Et ce que je trouve aussi génial, c'est que là normalement la société dirait que tu es en âge d'avoir un enfant et peut-être te mettre en arrêt maladie, et pourtant en arrêt maladie, en arrêt parental, voilà, alors que c'est pas pour autant que ça les a empêchés de se dire non, on va la mettre manager. D'ailleurs, en parlant de congé, est-ce que tu sais comment ça se passe là-haut pour le congé parental? Le congé parental, je crois que par rapport à la... Bon, je suis pas encore concernée, donc je suis pas une experte du sujet. Je crois que par rapport à la France, c'est un peu plus dispatché, et je crois que c'est idem qu'en Belgique. Je voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas, c'est un congé, on peut l'étaler de la manière dont on veut, c'est X temps, et jusqu'aux 18 ans de l'enfant, on peut les prendre comme on veut. Enfin, j'avais un collègue qui prenait une semaine supplémentaire chaque été pour prolonger et passer du temps, mais donc voilà, on n'est pas obligé de le passer, en tout cas, par exemple à la naissance de l'enfant, etc. Donc jusqu'aux 18 ans. Mais la durée, du coup, c'est combien de temps? Ici, par exemple, au Canada, c'est entre 12 et 18 mois. C'est énorme. Par rapport en France. Ouais. Et en plus, ils peuvent se le séparer. Donc moi, j'ai des amis, ça a été la maman pendant 6 mois, le papa pendant 6 mois. Mais, enfin, non, elle a pris 1 an, lui 6 mois. Mais à un moment donné, leurs 6 mois, ils étaient ensemble, en fait. C'était pas séparé. Ok, attends, non, je vais regarder, mais 9 semaines au cours de la première année de l'enfant, et le conjoint a le droit à 5 semaines supplémentaires. Ok. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu similaire à la France, si ce n'est que la France, je crois qu'ils étaient à 2 semaines, mais là, ils viennent d'annoncer qu'il y a 2 semaines supplémentaires, il me semble. Ok. Ouais, donc, écoute, intéressant. Comme ça, tu sauras le jour où t'es concerné, si un jour tu es concerné. C'est pas pour tout de suite, mais... Parce que c'est pas obligatoire de faire des enfants. Ça, c'est aussi un autre podcast que je pourrais faire à ce sujet. Enfin voilà. Écoute, moi, on a couvert toutes les questions que je comptais te poser aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais justement passer un message peut-être à une personne, à une femme qui voudrait s'expatrier? Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter pour la conseiller de venir Ouais, j'aurais un dernier sujet dont j'aimerais bien parler. C'est, tu me parles à chaque fois du syndrome des 3 ans. Et je pense que, donc, tu vois, par rapport au canot, non, il m'éblouissent toujours autant. Donc, j'ai pas encore passé le cap, mais je l'ai eu un petit peu. En tout cas, j'ai eu un besoin de retour un peu aux sources dans mon quotidien. Et ça passe, par exemple, par des références culturelles françaises. C'est vrai que ça me manquait énormément et je pense, forcément, la langue limite les théâtres, les cinémas, etc. Donc, Amsterdam étant une ville internationale propose des offres en anglais, etc. Mais aussi en français. Ça a été un peu ma grande découverte et une des raisons pour laquelle je me suis projetée d'autant plus à Amsterdam, puisque c'est vrai qu'au moment où on a acheté, la question c'était est-ce que on se voit sur le long terme finalement, et non pas que ça nous oblige à rester toute notre vie, mais au moins en tout cas quelques années supplémentaires. Et en fait, j'ai découvert que, et je pense que c'est le cas dans chaque ville, mais ici on a une école de théâtre en français qui font des représentations régulièrement. Donc c'est hyper chouette, et j'ai l'impression de certains soirs pouvoir m'échapper un peu dans une petite bulle francophone. Et là où je fuyais ça avant, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un peu tendance à ça me fait du bien. Pareil, on a un festival du film français qui a lieu chaque année, et ça fait du bien de se retrouver entre Français, ou en tout cas d'avoir une petite bulle francophone le temps d'une soirée. C'est le cas aussi, il y a un comedy club, un French Comedy Club qui a été ouvert, donc un peu comme tu sais à Paris, le Jamel Comedy Club de stand-up en français. Pareil, ça fait du bien de se dire on vit l'expérience à l'étranger, mais pour autant il y a quand même des connexions de notre pays d'origine qui sont agréables, et d'autant plus avec tous les Français qui aiment Amsterdam, je pense que la demande était là. Donc c'est disons un point supplémentaire, je dirais, qui me fait d'autant plus rester aux Pays-Bas, dans le sens où c'est vrai qu'à Paris on dit toujours qu'il y a énormément de choses à faire, etc. En se renseignant, il y a aussi à faire ici, et c'est vrai que on arrive à trouver un petit théâtre par-ci, un ballet par-là, et que c'est agréable. Super. Et du coup, si aujourd'hui Sophie pouvait passer un petit message à Sophie qui me parlait il y a un an, il y a un an qu'on a enregistré. Ouais. Est-ce que tu lui passerais justement ce message d'aller chiner un peu les informations sur le net? Qu'est-ce que tu lui dirais? Ouais, d'être curieuse, et je pense que c'était le cas, mais que c'était limité par rapport au Covid, mais finalement de continuer et de s'accrocher. Et honnêtement, j'aurais jamais pensé acheter à Amsterdam, et que je pense qu'il faut vivre les expériences à fond, et que
n'est pas marié avec notre pays et qu'on va pas rester ici toute la vie et que, comme je disais, il est question de quelques années, mais je déciderai quand je voudrais partir et que je suis pas prisonnière que d'avoir acheté un appartement ici. Donc ouais, non, je dirais juste de vivre l'expérience à fond tant qu'on l'apprécie, qu'on la savoure et ouais, voilà. C'est vrai qu'on ne nous a jamais appris à comment apprécier le moment présent, donc je trouve ça génial que justement tu rappelles profiter de l'expérience à fond et on verra bien ce qui se passera demain. Demain est un autre jour. Exactement, un peu carpe diem. C'est ça. Et donc, pour conclure cet épisode, est-ce que tu voudrais partager citation ou chanson préférée? Alors, c'est pas une citation que j'aimerais mettre en avant, mais c'est une personne. C'est une illustratrice que j'ai eu la chance de rencontrer ici à Amsterdam pendant un goûter culturel, tu vois, un autre événement qui était pour les personnes francophones pour parler un peu culture, etc. Et alors, elle s'appelle Clémentine Latron. Je sais pas si tu la connais. Oui, je la suis sur les réseaux. J'adore ce qu'elle fait. Ben voilà, donc c'est une illustratrice qui est basée à Amsterdam, qui a commencé pour Courrier International, et aujourd'hui elle fait énormément d'illustrations assez humoristiques, je dirais, sur les expatriés en général, mais aussi basées à Amsterdam. Donc je pense que tout le monde se retrouvera un petit peu dans les clichés qu'elle met, des clichés qui sont un peu vrais finalement qu'elle met sur papier. Donc non, si vous connaissez pas, allez-y, c'est vraiment des bons moments, ça fait sourire. Je mettrai son lien de la page Instagram. Moi, je commente tout le temps ce qu'elle met parce que même si je suis pas à Amsterdam, je me retrouve dans beaucoup de choses de ce qu'elle dessine. Je pense que c'est assez relativement sur les expatriés en général. Elle a réalisé 2 livres avec ses illustrations. Donc non. C'est un beau profil. Et bravo à elle si elle nous écoute. Écoute, merci beaucoup Sophie. Et puis écoute, je te dis à très vite. Merci beaucoup Kelly. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, surtout, n'hésite pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite.